Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, professeur Ben Yahya, chef de service d'ORL de l'hôpital Mustapha. Donc, je remercie la direction des affaires médicales de l'hôpital Mustapha de nous avoir donné cette opportunité pour faire ces formations médicales continues. Et en commun accord avec tous les collègues, on a décidé donc de faire les urgences en ORL. Ça concerne aussi bien le spécialiste ORL, le spécialiste maxillofacial, les pédiatres et surtout les généralistes, parce que la spécialité ORL renferme donc des pans de la médecine et de la chirurgie. J'ai préféré commencer par les cellulites cervico-faciales sur demande de beaucoup de collègues généralistes. C'est une pathologie qui est très fréquente. Très bien. Les cellulites cervico-faciales, ou également appelées fascites, c'est des infections bactériennes, et donc non pas virales, d'où la gravité de l'infection. Elles sont dites extensives parce que certaines sont localisées, mais malheureusement, certaines d'entre elles ont une évolution extensive, lointaine, locale, loco-régionale, et qui peuvent greffer une mortalité et une morbidité très préjudiciable. Elle touche les espaces aponévrotiques et cellulo-graisseux de la face et du cou. Ces cellulites-là entraînent une nécrose extensive et très importante au niveau du cou. Ça peut réaliser de véritables mutilations et puis, surtout, leur dangerosité est liée à l'atteinte du médiastin. Dès que cette cellulite sort de la région cervicale, elle touche le médiastin, le pronostic change. En plus de cette nécrose, s'y associe un sepsis qui est très grave, un état inflammatoire qui est très grave. C'est l'une des urgences médico-chirurgicales les plus graves en ORL. Elles mettent le pronostic vital. Dans les plus grands centres du monde, les cellulites cervicales avec médiastinite, le taux de guérison et de survie est très faible. Ça nécessite déjà une prise en charge rapide et précoce. Il ne faut pas tergiverser quand vous avez une cellulite grave devant vous. Elle est également multidisciplinaire. Il y a l'urgentiste, il y a l'apport de l'anesthésiste réanimateur parce que c'est des patients déjà tarés, et les internistes, le chirurgien ORL, le chirurgien maxillofacial, mais également le chirurgien thoracique. C'est l'une des urgences les plus graves en ORL avec la rupture des gros vaisseaux et les corps étrangers bronchiques. Ça n'a rien à voir en fait avec la peau d'orange. C'est une infection des tissus profonds de toute la face et du cou. Et puis surtout, pourquoi c'est grave? Parce qu'elles peuvent débuter par un phénomène qui est tellement banal, que ce soit un abcès dentaire ou une angine, une pharyngite, et qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc, on peut mourir parce qu'on a fait un abcès dentaire négligé ou une angine ou un adénoflegmon qui a été maltraité ou insuffisamment traité ou tardivement traité. Un petit rappel anatomique qui n'est pas très barbant, l'oropharynx. L'oropharynx, c'est la région qui se situe entre l'os hyoïde, par là, et le palais en haut est limité latéralement par les régions tonsillaires, ça veut dire les régions amygdaliennes. C'est tout ça, l'oropharynx. De part et d'autre de ce pharynx, il y a un fascia cervical qui délimite des espaces conjonctifs pour certains qui sont virtuels. Et ces espaces-là qui sont touchés par l'extension inflammatoire et infectieuse. Il y a énormément d'espace au niveau de la tête et du cou, et ces espaces-là, dès qu'il y a une infection au niveau d'un de ces espaces, si on ne s'est pas pris en charge rapidement, ça évolue malheureusement vers les régions contiguës et donc vers la région médiastinale
et thoracique. Il y a les espaces muqueux pharyngés, les espaces masticateurs, les espaces pharyngés, les espaces parotidiens, les espaces corotidiens et l'espace rétropharyngé. Tout ça, c'est limité par des espaces virtuels. Qu'est-ce qu'il y a dans ces espaces? Dans la région muqueuse pharyngée, il y a du tissu lymphoïde. Et le tissu lymphoïde est très à même de s'inflammer et de s'infecter. Dans la région rétropharyngée, il y a un espace virtuel qui s'étend latéralement jusqu'à la carotide interne. En rétropharyngée, je ne sais pas si vous voyez mon curseur sur la diapo, c'est un espace virtuel également qui va de la base du crâne vers la région médiastinale. C'est tout cet espace-là. Et contient également de la graisse qui s'infecte très rapidement avec des lymphonoeux. Dans la région carotidienne ou rétrostidienne, c'est un espace qui communique avec l'espace rétropharyngien. Il va de la crosse de l'aorte et communique en haut avec l'endocrâne. Donc, toute infection vers cette région peut monter vers le haut ou descendre vers le bas. Les espaces parapharyngés contiennent un lobe, le lobe parotidien profond, celui-là, un espace graisseux médial, et puis des nerfs et des vaisseaux. Qu'est-ce qui est important dans ces espaces? Il faut connaître les voies de communication de ces cavités de la face. Et le repère dans les espaces profonds, que ce soit la graisse de l'espace parapharyngé, le processus styloïde, qui est un repère très important en radiologie, et surtout la carotide interne, qui peut être touchée par ce processus inflammatoire. Et la gravité, c'est qu'elle peut se rompre. Ces cellules-là, c'est des infections très graves. Et leur dangerosité, c'est qu'elles ont une tendance extensive locale, régionale, donc ça peut rester au niveau du cou, mais ça peut être à distance et aller vers le médiastin et le thorax. C'est une propagation de proche en proche, à partir d'une oculation transmuqueuse ou transcutanée. Il y a une absence de barrière anatomique. Donc, s'il y a une infection, ça permet une diffusion très rapide de l'infection de la base du crâne vers le médiastin. Les germes anaérobies favorisent la nécrose des tissus les moins vascularisés tels que les fascias. Et Dieu sait qu'il y a énormément de fascias au niveau de la tête et du cou. Et c'est au niveau de ces fascias que chemine l'infection. Point de départ. Malheureusement, donc, c'est un banal absédentaire, c'est une simple pharyngite ou une amygdalite ou un phlegmon amygdalien qui peut être traité précocement sans aucune séquelle. Certaines configurations des amygdales, c'est ce qu'on appelle les amygdales cryptiques, ça veut dire qu'elles sont trouées, ça constitue un véritable support de culture pour les germes. Et puis cette diffusion peut se faire vers l'espace maxillopharyngien en arrière, et de là, ça peut s'étendre vers les espaces périvasculaires et rétropharyngés, et donc gagner le médiastin. Donc ça fait cette infection-là, au début, c'est une banale infection. Mais si elle n'est pas prise précocement, avec un bon traitement, ou insuffisamment traitée, ça peut évoluer donc vers une infection gravissime, avec destruction et nécrose des tissus, rupture vasculaire et extension vers le médiastin. Je le répète souvent, l'extension vers le médiastin, parce que c'est ça qui fait le pronostic. Une cellulite cervicale, purement cervicale, les maxillos et les ORL en savent quelque chose, c'est que nous pouvons la traiter, la maîtriser, mais au prix quand même d'un coût très important, avec une antibiothérapie, une hospitalisation qui peut aller au-delà de 30 jours, voire plus, avec des soins locaux tous les jours et des fois sous anesthésie générale. C'est pour éviter quand même que ça passe vers le médiastin. Mais si ça passe vers le médiastin, l'apport du chirurgien thoracique est là et le pronostic est
diminue dangereusement. Le diagnostic, il est avant tout clinique. Au début, c'est un peu difficile parce que l'installation, elle est insidieuse. Mais le motif de consultation le plus fréquent dans la littérature est une tuméfaction cervicale douloureuse. En ORL et en maxillo, toute tuméfaction cervicale douloureuse est à suivre de très près. Qu'est-ce qu'on cherche dans ces situations-là? On cherche la porte d'entrée infectieuse. Elle peut être pharyngée ou dentaire. Il faut chercher également la notion de prise isolée d'anti-inflammatoires stéroïdiens qui sont à l'origine de pratiquement toutes les cellulites. La prise de corticoïdes également, seule, l'automédication antibiotique et bien sûr dans des cas particuliers le contexte d'immunodépression. Le signe clinique quand il nous arrive, ces patients-là quand ils arrivent, ils ont un trismus par paralysie des masticateurs, contraction des muscles masséters, ils n'arrivent pas à avaler parce qu'ils ont une collection pharyngée ou paratrachéale, la fièvre est inconstante au début. D'autres symptômes ils peuvent être présents dans les cellulites cervicales en fonction de leur diffusion topographique, l'odynophagie, la dyspnée d'origine laryngée quand il y a un œdème très important, ou pulmonaire. La douleur thoracique est par contre un signe qui nous inquiète parce que s'il y a douleur thoracique, il y a inflammation, il y a infection et ça nous oblige à rechercher une médiastinite avec un empointement cervical et voire fistulisation. Patiente qui a un typique d'une cellulite cervicale avec un œdème cervical, trismus et altération de l'état général. Les différents types de cellulite cervicale ou dentaire. Un banal abcès dentaire qui entraîne une médiastinite à un stade très avancé. Bien sûr, quand vous êtes devant ces patients-là, il faut faire un bilan biologique. On trouve souvent, comme c'est une infection bactérienne, une hyperleucocytose, un bilan inflammatoire avec une VS et une CRP qui est faite systématiquement. La glycémie, c'est souvent au cours de cette infection que le diabète est déséquilibré et on trouve souvent un diabète inaugural dans ces pathologies. L'examen en premier lieu et le scanner cervical, c'est l'examen de choix. L'imagerie doit être réalisée en urgence. Elle permet de faire le diagnostic et elle permet aussi d'avoir des éléments décisionnels dans le bilan d'extension. Elle vous permet de faire le diagnostic de cellulites gangréneuses surtout en visualisant des bulles de gaz dans les espaces cervicaux. C'est un signe pathognomonique. Elle permet de vous faire donner le diagnostic de médiastinite en montrant un élargissement médiastinal. Et puis, elle cherche les complications vasculaires, particulièrement une thrombophlébite de la veine jugulaire interne. Oui, on peut demander une échographie quand c'est un petit abcès, mais on peut se contenter de ça quand c'est un petit abcès jugulable et maîtrisable. L'otorino ou le maxillo demande une panoramique dentaire quand il y a un abcès, mais c'est demandé systématiquement quand c'est d'origine dentaire. Et puis surtout pour traiter le foyer dentaire. C'est des images assez caractéristiques et très parlantes les bulles d'air au niveau de la région cervicale et paratrachéale et rétrotrachéale et pharyngée avec des bulles de gaz très caractéristiques. La bactériologie. La bactériologie est souvent microbienne, elle est variable et généralement ça profite de la cavité buccale. Il y a une entité particulière, c'est la flore anaérobie qui existe à l'état physiologique, elle, et ça profite. Et à la faveur de modifications locales ou générales, ces germes-là deviennent pathogènes, donc c'est des germes opportunistes. L'infection s'auto-entretient dans les espaces celluleux. Ça entraîne une myonécrose importante
donc une destruction des muscles, et ça, ce qui favorise le métabolisme anaérobie et donc, de surcroît, la croissance bactérienne. Cette cellulite cervicale, elle constitue le prototype des infections polymicrobiennes mixtes. Les germes souvent retrouvés, c'est des streptocoques ou streptocoques pyogènes et quelques staphylocoques dorés ou à coagulase négatif. Les formes cliniques, d'abord les cellulites circonscrites que nous voyons au début, limitées au seul tissu celluleux, dans l'espace anatomique du foyer de départ, que ce soit un abcès dentaire ou un adénophlégmon cervical. Généralement, c'est des signes locaux et généraux qui sont ceux d'un abcès chaud, qu'on traite facilement, qu'on draine facilement. La cellulite circonscrite passe en plus, après, successivement par divers stades. Stade séreux, stade de suppuration et stade de fusilisation. Quand ça fustulise vers l'extérieur, ou c'est nous qui la drainons, c'est déjà un très bon traitement. Ça nous permet de vider l'abcès, de faire un prélèvement et pour études bactériologiques. Les cellulites diffuses non gangréneuses qui peuvent d'emblée intéresser plusieurs espaces anatomiques. C'est généralement l'extension des cellulites circonscrites, non ou maltraitées. C'est le petit abcès qu'on a vu, qu'on traite mal ou qu'on traite tardivement, qui donne donc des cellulites diffuses non gangréneuses. Cet œdème-là et la suppuration, ils peuvent être le siège pour comprimer les voies aériennes supérieures. Dans ces conditions-là, l'évolution est galopante. Elle est très dangereuse. Ensuite, il y a les cellulites gangréneuses. Là, c'est les cellulites qui ne pardonnent pas, en fait. Elles peuvent apparaître rapidement en quelques jours et leur évolution se compte en heures. Dès que vous palpez une crépitation gazeuse au niveau des tissus cervicales, et cette crépitation devient très extensive en quelques heures. Il y a une odeur nauséabonde des épanchements. L'état général est très altéré. Ça dénote quand même une sévérité du tableau infectieux. La fièvre est très importante, qui signe un choc toxi-infectieux. Il y a des plaques de nécrose cutanée aux muqueuses et on peut constater en péropératoire des nécroses des tissus celluleux sous-cutanés. La prise en charge thérapeutique, c'est d'abord en milieu hospitalier, dans un service de réanimation. Ça doit être très rapide, précoce. Une antibiothérapie probabiliste à large spectre. Nous connaissons donc la microbiologie de ces cellulites et puis les germes qui colonisent la sphère ORL. Ensuite, bien sûr, en fonction des résultats bactériologiques, pré- ou péropératoire. C'est généralement une triple antibiothérapie classique, bêta-lactamine, aminoside et métronidazole. La dose et la durée du traitement dépendent du type, de l'évolution et de la cellulite. En fait, sur le plan pratique, chez nous, en ORL, c'est généralement au-delà de 30 jours pour les graves cellulites. Le protocole thérapeutique recommandé durant la conférence d'experts de 2004, ça n'a pas changé, c'est l'amoxicilline plus acide clavulanique à dose très élevée, avec de la gentamicine à haute dose, okay, et on rajoute souvent du métronidazole. Ce tableau-là regroupe le spectre des antibiotiques employés durant le traitement des cellulites. Beaucoup d'antibiotiques peuvent être utilisés, mais l'association, la triple association amoxicilline plus acide clavulanique associée à la gentamicine et le métronidazole peut couvrir plus de 90% des germes. L'usage de la corticothérapie. En fait, l'usage de la corticothérapie est très controversé. Bien sûr, tout le monde sait que les corticoïdes ont une action dépressive, connue sur les mécanismes de défense immunitaire. Mais bon, sincèrement, quand on commence l'antibiothérapie,
on peut associer les corticoïdes et ça donne d'excellents résultats à visée anti-inflammatoire et antalgique. Elle est surtout indiquée en cas d'ampoule septique. Les antalgiques, c'est indispensable parce que c'est l'inflammation et l'infection qui entraînent des douleurs, a fortiori au niveau de la région cervicale et médiastinale. On peut également s'aider par de la morphine parce que c'est des patients qui vont subir un délabrement lors de la chirurgie, ça fait très mal, les soins locaux sont quotidiens, ça peut aller au-delà de plusieurs jours, voire semaines, et donc il ne faut pas hésiter à les mettre sous morphine. Le traitement adjuvant, en fait, c'est un traitement essentiel. Il faut équilibrer les tares, le diabète, l'hypertension. C'est pour ça qu'il faut une réanimation médicale du choc toxi-infectieux. La chirurgie, c'est vrai que ce thème-là est destiné aux généralistes, mais le geste chirurgical doit être connu pour qu'ils sachent à peu près c'est quoi la rançon d'un simple abcès dentaire ou d'une angine non traitée ou maltraitée. Souvent, dans les cellulites cervicales graves, le geste chirurgical demeure le plus souvent nécessaire. Et puis, ce n'est pas un geste à minima. Ça doit être complet, le plus complet possible. Le traitement doit être large, l'abord doit être large. Ça doit permettre le drainage de toutes les loges et les gaines du cou. On ne peut pas seulement faire une petite incision et se dire qu'on va drainer tout le pus de la région cervicale. Il ne faut pas hésiter à faire de larges incisions. Et puis, le drainage est maintenu par des lames de caoutchouc, les lames américaines, les lames de Delbé, et puis des pansements bétadinés de tous les tissus de nécrose. Ces zones de nécrose-là doivent être excisées à la demande. La première fois, le premier pansement, le deuxième pansement, et à chaque fois qu'il y a un tissu nécrosé, il faut l'exciser. C'est pour ça qu'il faut des interventions itératives et répétitives. Elles doivent être nécessaires avant la stérilisation complète et totale. Vous ne devez fermer votre abord que si vous êtes sûr qu'il n'y a plus de tissu nécrosé. Des fois, il faut faire une revitalisation du tissu restant. C'est le meilleur garant de la guérison. On peut être obligé de faire une trachéotomie d'emblée parce qu'il y a un trismus qui ne nous permet pas d'intuber le malade. Quant aux médiastinites, si l'extension ne dépasse pas la carène et la quatrième vertèbre en arrière, l'abord peut être strictement cervical. Sinon, si ça dépasse la carène, il faut une thoracotomie. Et dès qu'il y a une thoracotomie ou une médiastinotomie, une sternotomie, le pronostic est très fâcheux, même dans les plus grands centres. Quel que soit l'aspect, gangréneux ou pseudo-phlegmoneux, le traitement chirurgical d'une cellulite cervicale ne doit jamais, en aucun cas, être limité à un simple geste d'incision-drainage. Il faut faire une intervention chirurgicale large, menée sous anesthésie générale, du moins dans les centres qui possèdent un service d'urgence avec un bloc opératoire. En tout cas, nous, au ORL, et je suppose que c'est la même chose pour les collègues maxillo, ça se fait sous anesthésie générale pour permettre aux chirurgiens d'être à l'aise et c'est extrêmement douloureux. Et donc, nous faisons une incision bimastoïdienne en U, large, avec un lambeau très large. Le but du traitement, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi comme but? D'abord, mettre en évidence les zones de suppuration et de nécrose. Ça nous permet donc de faire un drainage et de faire un prélèvement à visée bactériologique. On ouvre très largement tous les espaces cellulaires apnévrotiques pour ne laisser ignorer aucun foyer septique ou nécrotique. Là où il y a une poche de pus, il faut l'ouvrir.
Dès qu'il y a du tissu nécrosé, il faut l'enlever. Et puis, il faut faire un lavage très important, très généreux de toutes les loges anatomiques. Une image d'une cellulite cervicale, je vous l'ai mis parce que c'est le dernier malade qu'on a eu. Et regardez le pus qui se situe dans la loge vasculaire. Ce pus-là a un pouvoir de destruction et d'érosion des vaisseaux. Et on peut avoir une rupture de la veine jugulaire ou, encore plus grave, la rupture d'une artère. Et c'est un puits de pus. Si vous n'ouvrez pas les loges, si vous ne faites pas l'excision des tissus nécrosés, il n'y aura pas de guérison. Vous avez opéré le malade, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Il faut faire des lavages au sérum ou à l'oxygène bétadiné toutes les 8 heures. C'est pour ça, c'est très astreignant quand il y a une cellulite au niveau cervical dans notre spécialité. Les soins locaux se font tous les jours sous anesthésie générale avec une asepsie très rigoureuse. Donc, incision bimastoïdienne, on lève le lambeau, au doigt, on rentre dans tous les espaces rétroviscérales et on essaye de délabrer et d'ouvrir toutes les poches de pus. Et également vers le bas, au doigt, on explore la région médiastinale. S'il y a une poche ou un abcès enquisté, on l'ouvre et on le draine. L'excision doit être complète, mais la moindre nécrose d'un tissu muqueux ou musculaire doit être enlevée. Et puis, on lave généreusement avec du sérum bétadiné, de l'oxygène bétadiné en frottant très bien avec une compresse pour revitaliser les tissus. Des fois, une extension vers le thorax, elle se fait par 3 espaces. L'espace rétroviscéral ou rétropharyngé, la gouttière vasculo-nerveuse et l'espace prétrachéen. Donc, c'est très facile que ça descend vers le bas. Et si ça descend vers le bas, malheureusement, ça greffe le pronostic. La médiastinite est la complication majeure que nous redoutons. Parce que ça nous échappe, ça ne relève plus de l'ORL ou du maxillofacial, et l'apport du chirurgien thoracique est très important dans cette situation-là. Et quand il y a malheureusement médiastinite, le pronostic est extrêmement péjoratif. Il y a la deuxième complication, c'est la détresse respiratoire. Quand il y a un œdème cervical et donc un œdème laryngé de voisinage, ça peut entraîner une obstruction des voies aériennes supérieures avec un risque d'asphyxie, ce qui nous amène donc à faire une trachéotomie en urgence. Les septicémies, quand l'état général n'est pas bon, quand c'est des patients tarés, la dissémination sanguine réalise un état septicémique. Donc, c'est dû à la lyse du thrombus par l'action enzymatique microbienne. Et puis, les métastases microbiennes peuvent intéresser toutes les viscères provoquant des chocs septiques. Il peut y avoir également des infections pleuropulmonaires avec des abcès pulmonaires et des pneumonies. L'état de choc septique peut nous échapper et ça peut entraîner des insuffisances rénales, des hépatites, des hémorragies digestives et un syndrome de détresse respiratoire, surtout chez l'adulte. On peut avoir une coagulation intravasculaire disséminée, une CVD d'emblée, et on peut avoir une thrombophlébite des veines jugulaires. C'est pour ça, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Vous avez sauvé le malade, mais malheureusement, il peut y avoir des séquelles. Elles ne sont pas à négliger. Oui, c'est vrai, quand le patient est vivant, les séquelles peuvent être d'ordre esthétique et fonctionnel, mais il ne faut pas les négliger.
Les trois quarts, on peut avoir les cicatrices anesthétiques cutanées. Vous avez fait une incision bimastoïdienne. On peut avoir une sténose laryngotrachéale. On peut avoir une raideur du cou et surtout des séquelles fonctionnelles thoraciques et cervicales. En conclusion, cette cellulite-là, que les généralistes doivent connaître, à la limite, ils ne vont pas opérer, mais ils doivent connaître le fait qu'un banal absédentaire, une banale angine ou une pharyngite peut tuer. Et donc, cette cellulite, nous le redisons, c'est une urgence médico-chirurgicale. Le diagnostic, il est clinique, donc il est à la portée du généraliste. Donc, l'examen tomodensitométrique, il est capital. Ça nous permet donc de conforter et de poser le diagnostic dans les cas difficiles. Et puis, ça peut nous permettre de donner un bilan d'extension. Cette prise en charge, elle est médico-chirurgicale. Il faut un service de réanimation. Il faut un anesthésiste réanimateur, un chirurgien ORL ou maxillofacial. Le traitement médical repose sur une antibiothérapie large et longue, une chirurgie complète. On peut proposer une oxygénothérapie hyperbare, mais bon, elle n'est pas à la portée de tous les centres. En cas de retard au traitement ou l'absence, les complications sont parfois, mais surtout mortelles. Ce pronostic de cette cellulite dépend d'une prise en charge médicale, chirurgicale, en fait, adaptée, donc la plus complète possible, mais surtout, elle doit être précoce. Et je vous remercie. Donc, on doit avoir une discussion. On peut avoir donc une discussion. Quel est le protocole? Quel est le protocole de l'oxygénothérapie hyperbare? Quel matériel nécessaire? En fait, oui, l'oxygénothérapie hyperbare en Algérie, il y a un seul centre qui se situe au niveau de la protection civile. Effectivement, quand vous avez accès à ce caisson hyperbare, c'est pour aider la cicatrisation et l'oxygénation à haute dose de tous les tissus. Si nous l'avons à notre disposition, oui, toute cellulite mérite une oxygénation hyperbare. Le protocole est bien codifié, c'est en fonction de l'âge, de l'état général, de l'état pulmonaire et la gravité de la cellulite. Il y a des questions. S'il vous plaît, pouvez-vous répéter le protocole du traitement médical? Nous avons eu un problème de connexion. En fait, le traitement médical, c'est d'abord l'hospitalisation dans un service de réanimation. L'idéal, mais ce n'est pas évident d'avoir à Mustapha, nous le faisons quand nous avons une place au niveau du service de réanimation, l'ORL ou le maxillo vient faire le geste chirurgical et une triple antibiothérapie. Il faut d'abord une prise en charge de réanimation, prise en charge de CETAR, et nous donnons de l'amoxicilline plus l'acide clavulinique et de la gentamicine et du flagyl, en fait, à très forte dose et pendant plus de 21 jours minimum. Le rythme de contrôle scannographique en post-opératoire, quand vous avez votre cellulite et que vous l'avez sauvée, généralement, on peut demander le scanner à la fin du traitement pour pouvoir fermer. Mais si vous jugez qu'à chaque fois que vous faites votre excision, qu'il y a du pus et toujours du pus, et qu'il y a une loge que vous ne maîtrisez pas par voie locale, vous pouvez demander un scanner. En fait, c'est à la demande. Localement,
Quand c'est bien, c'est à la fin du traitement, vous demandez un scanner. Mais sinon, s'il y a pas, il y a toujours du pus, vous pouvez, en milieu de traitement, en début ou au cours, au cours de, après 10 à 15 jours, vous pouvez demander un scanner pour voir si c'est quoi le problème, pourquoi le pus ne tarit pas. En cas de cellulite d'origine dentaire, l'indication, ah ben ça doit être à chaud, hein. Tous les collègues maxillos vous disent qu'il faut enlever ce foyer et ne pas attendre la guérison pour enlever ce foyer dentaire. Il faut l'enlever, il n'y a aucun risque. Professeur, est-ce que le médecin généraliste peut commencer la triple antibio? C'est oui, à quelle dose? En fait, le médecin généraliste doit avoir une fonction d'alerte. Si c'est un abcès dentaire ou une angine qui répond mal, nous avons peur de l'évolution gravissime. Et honnêtement, quand vous avez une cellulite, mieux vaut l'envoyer vers un spécialiste ORL ou maxillo. Devant une cellulite débutante, on demande d'emblée une TDM ou bien une échographie cervicale. Si c'est une vraiment débutante, si c'est débutant et localisé, vous pouvez demander une échographie cervicale, oui, mais en fonction de la réponse, vous convertissez rapidement et c'est à vous de juger si il faut une TDM ou pas. Mais si vous avez des radiologues très gentils, entre parenthèses, n'hésitez pas à demander une TDM. Donc, pouvez-vous répéter comment poser le diagnostic positif d'une cellulite cervicale? Le diagnostic, il est clinique, c'est un abcès chaud de la région cervicale. C'est un abcès chaud. Ce n'est pas de la peau d'orange, hein, c'est un abcès chaud de la région cervicale. En tant que pathologiste, à partir de quel point je commence à craindre l'extension d'une cellulite sous-mandibulaire? Dès que vous avez un abcès qui ne répond pas au traitement médical, antibiotique, bien conduit, et que vous voyez la moindre rougeur, empattement au niveau de la région sous-mandibulaire, là, vous devez craindre. Cher professeur, si l'accès au scanner est difficile, voire impossible, et une simple radio sur le plan médico-légal nous autorise à pratiquer le geste chirurgical. Si c'est très hasardeux, hein, je vous fais une confidence. Un jour, j'ai eu une cellulite cervicale comme ça. Et effectivement, l'état général était très important, très difficile à gérer, impossible à transporter. Et la cellulite était cliniquement apparente. Et dès qu'on avait fait l'incision, il y a eu rupture de la veine jugulaire. Donc, si vous avez un bloc opératoire, c'est que vous êtes dans un centre où il y a un scanner. C'est clair, oui, ce n'est pas aussi automatique, mais vous pouvez, s'il n'y a vraiment pas de scanner dans les parages, oui, un chirurgien peut ouvrir, un chirurgien entraîné peut ouvrir. Mais vous devez vous battre pour avoir un scanner parce que, en fait, le scanner, il vous montre le type de septicémie, le type de cellulite, mais également, il vous cherche la médiastinite. Parce que si vous allez ouvrir et vous trouvez du pus au niveau cervical, et vous entrez votre doigt dans le défilé cervico-thoracique et vous voyez le pus, le thoracique doit être à côté de vous. Absolument, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont complètement contre-indiqués en cas d'abcès dentaire, ça c'est clair, évitez au maximum. Une angine pulsacée qui tarde à répondre au traitement antibiotique. Une angine érythématopulsacée d'origine streptococcique répond généralement bien au traitement antibiotique. Si ça ne répond pas, ça va évoluer vers un phlegmon péri-amygdalien.
Et la surveillance, elle est clinique. Elle est surtout clinique. Si l'abcès augmente, il y a un phlegmo pyramidalien, s'il y a un trismus, c'est ça ce qui nous fait craindre la progression et l'évolution vers un abcès, vers une cellulite. Mais c'est surtout la surveillance clinique. S'il n'y a plus de fièvre, il n'y a pas de trismus, le patient il arrive bien à manger, il n'y a pas de. Donc c'est tous ces paramètres-là cliniques et biologiques qui vous confortent dans l'idée que ça évolue bien. Personnellement, je préfère utiliser les corticoïdes associés aux antibiotiques que les anti-inflammatoires. Même si, effectivement, les AINS associés aux antibiotiques sous surveillance, oui. Mais moi, personnellement, je préfère utiliser la corticothérapie à visée anti-inflammatoire et antalgique associée aux antibiotiques. Mais vous pouvez utiliser effectivement, je préfère utiliser les corticoïdes. Mais certains de mes collègues utilisent les anti-inflammatoires avec les antibiotiques. Peut-on frotter les taches de pus? Je n'ai pas comment les taches de pus lors d'une angine. Pourquoi vous frottez les taches de pus lors d'une angine? En fait, non, on ne frotte pas les taches de pus lors d'une angine. Hein. Localement, c'est un gargarisme au sérum, salé. Pourquoi pas? Mais sinon, localement, il n'y a rien. Hein. Traitement antibiotique suffit largement. Traitement antibiotique antalgique. Quels sont les cas qui doivent avoir une prise en charge hospitalière? Ce n'est pas le petit abcès local. C'est surtout, même l'adénophlègme, à la limite, vous pouvez le drainer, bien drainer, faire une incision large, drainer, vous pouvez mettre une lame et mettre sous traitement antibiotique si le patient n'habite pas loin et le surveiller tous les jours, tous les 48 heures. Mais dès que vous voyez que après une échographie ou une imagerie scanographique, une importante inflammation et lorsque ça devient gangréneux ou pseudophlegmoneux, moi personnellement, on hospitalise, a fortiori si le patient il est taré. Donc, dès que ça dépasse le stade d'adénophlègme, vous hospitalisez. Pour l'amygdale cryptique, l'amygdalectomie nécessaire, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas obligatoire. Mais si le patient fait beaucoup d'angines infectieuses et avec énormément de caséum qui gêne le patient, oui, n'est pas une indication formelle, mais personne ne va vous reprocher d'avoir posé l'indication d'une amygdalectomie en cas d'amygdalite cryptique. Non, il n'y a pas de risque de dissémination tumorale. En cas de cellulite, si vous le laissez, il va mourir de sa cellulite et non pas de son cancer. Qu'en est-il de l'ancienne PNIG flagine? Non. Triple antibiothérapie, amoxicilline plus acide clavulinique, flagile et gentamicine. Cellulite sérieuse, c'est le traitement antibiotique. Hein. Et surveillance échographique ou scanographique. Vous avez à craindre de l'évolution vers la cellulite gangréneuse. Lorsque les aslos sont toujours plus de 1000, est-ce que l'indication... Non, pas du tout. Les aslos ne sont pas un critère pour une amygdalectomie. Hein. Les taux d'aslo, en fait, reflètent l'état ponctuel. Si vous les faites cette semaine, ils sont élevés, ça veut dire qu'il y a une infection cette semaine, mais ça ne veut pas dire que dans 15 jours, les taux d'aslo seront enlevés. Mais en tout cas, le taux d'aslo n'est pas un moyen de suivi, ni de prise de décision chirurgicale. Pas du tout.
Pas du tout. Les indications d'amygdalectomie sont claires, hein. C'est le nombre d'infections, c'est le nombre d'infections. Le phlegmo amygdalien aussi est une indication opératoire. Celui qui fait un phlegmo, on fera un autre, hein. Et autrefois, on les laissait refroidir pour les opérer. Mais maintenant, non. On les opère à chaud, il n'y a aucun problème. Oui, ça c'est intéressant. Le patient immunodéprimé, lymphome, présentant une cellulite dont le geste chirurgical est contre-indiqué. Le geste chirurgical est contre-indiqué et d'autres anesthésiques. On peut le faire sous anesthésie locale en s'aidant actuellement des blocs d'anesthésie et faire le geste. Il faut savoir que si vous ne faites pas un geste sur sa cellulite, il va mourir, non pas de son lymphome, mais de sa cellulite. Vous ne le faites pas sous anesthésie générale, mais vous le faites sous anesthésie locale, en s'aidant du médecin réanimateur. Thrombopénie, il faut la corriger. Il faut la corriger, cette thrombopénie. C'est important. Le réanimateur est là pour mettre en état le patient pour que vous puissiez l'opérer. C'est pour ça qu'il faut un centre bien huilé, bien équipé, avec une réanimation, un médecin réanimateur et des chirurgiens. La thrombopénie peut être corrigée, il n'y a pas de problème. Si la cellulite est dans les espaces profonds, il n'y a aucun espace profond qui ne soit pas accessible. Nous devons, dans tous les cas, ouvrir tous les espaces. C'est pour ça, en cas de médiasténite, on est appelé à faire une thoracotomie ou une sternotomie. Donc, il faut vider. Là où il y a une poche de pus, il faut l'ouvrir. Au niveau cervical, c'est accessible. C'est accessible. Il n'y a pas d'endroit où on ne puisse pas on ne puisse pas drainer. Conduite à tenir devant une cellulite enceinte. Ça dépend de la type de cellulite. C'est une cellulite localisée, c'est traitement antibiotique qui n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte. Le drainage n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte. Si c'est une cellulite, extensive, l'anesthésie générale n'est pas contre-indiquée. La femme enceinte peut être endormie, il n'y a aucun problème. Il faut la sauver de cette cellulite et sauver son enfant également. Il faut savoir qu'il faut ne pas oublier que la cellulite grave peut tuer. Et donc, quel que soit le statut du patient, l'état du patient, il faut y aller. Sinon, si vous ne faites rien du tout, ça évoluera vers la médiasténite, la rupture vasculaire, la détresse respiratoire. Donc, il faut y aller. Et le chirurgien fera son geste, mais il y a le collègue réanimateur qui prend le relais aussi. Mais c'est clair, il faut y aller quelle que soit la situation du patient. S'il a un trismus, on doit faire une trachéotomie. Sinon, on ne pourra pas l'endormir. S'il a comme un trouble sanguin, si vous ne faites rien du tout, il va mourir de sa cellulite. Donc, le réanimateur sont là pour vous mettre en état le patient et vous permettre d'opérer. Si vous ne le faites pas sous anesthésie générale, vous le faites sous anesthésie locale. Absolument, le diabète aggrave énormément. C'est une maladie immunodéprimante et donc ça favorise le retard de cicatrisation, ça favorise la dissémination parce que les tissus sont moins vascularisés chez le diabétique et tout déséquilibre, l'infection déséquilibre le diabète et le diabète retarde la guérison. En plus de l'état infectieux dans ces patients présentant des cellulites, on a aussi à gérer toutes les tares, essentiellement le diabète, les pathologies cardiaques. L'idéal, c'est d'avoir un antibiogramme. L'idéal, c'est d'avoir un antibiogramme. Mais au départ, il y a il y a beaucoup d'antibiotiques en cas d'allergie.
On peut utiliser de la vancomycine, on peut utiliser de l'imipinem, on peut utiliser toujours de la gentamicine et du flagyl. Donc, même s'il y a une allergie à la pénicilline, ce n'est pas un souci. Les macrolides peuvent être utilisés, l'aspiramycine peut être utilisée en association avec le flagyl. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Hein. La clindamycine également. Oui, généralement, il faut toujours. Les réanimateurs les mettent sous insuline parce que l'infection est tellement importante que le diabète est difficilement stabilisable. Et donc, oui, souvent on passe à l'insuline. Ce n'est pas seulement la cellulite, ce n'est pas seulement l'acte chirurgical. C'est très important, l'acte chirurgical. Mais tout ce qui est autour, la prise en charge en réanimation. C'est une intervention qui est très lourde. C'est minimum plus d'un minimum un mois d'hospitalisation en ORL à Mustapha. C'est minimum un mois. C'est très lourd. Changement de pansement tous les jours. Les premiers temps, c'est sous anesthésie générale. Et donc, c'est le maintien d'une équipe, d'un anesthésiste, d'infirmiers. Tous les jours, il faut faire des pansements. Nous sommes rassurés que si on ferme ce lambeau-là. En cas de prothèse valvulaire, le relais, il est fait rapidement. Hein. Le relais, il est fait rapidement. Hein. On arrête le cintron, on les met sous l'ovenox. C'est comme pour un malade normal. Les valvulaires se font opérer en ORL de diverses pathologies. On fait un relais et on les opère. En fait, vous devez avoir en tête que vous devez tout faire pour l'opérer. Car sinon, il mourra de sa cellulite. Et tout ça, que ce soit le diabète, l'hypertension, le traitement anticoagulant, ne sont pas une contre-indication majeure. Le réanimateur est là pour vous assister, le préparer pour l'opérer. Faut-il privilégier certains types de pansements? Quel type de pansement? En fait, le pansement qui est fait, c'est le lavage. D'abord, on fait un lavage très, très important avec de l'oxygène bétadiné, du sérum bétadiné. On frotte les tissus avec une compresse bétadinée. Mais sinon, le pansement, on met des lames de Delbé ou des lames américaines ou lames de caoutchouc pour permettre le drainage. Et le pansement, le lambeau, il est laissé sur le menton et on met des compresses bétadinées sur la région cervicale ouverte comme ça, ouverte, et un pansement autour, un pansement classique autour. Quelle est l'indication du scanner en urgence? Dès que vous avez un état général altéré, une peau chaude, douloureuse au niveau de la région cervicale, n'hésitez pas à demander un scanner. L'échographie cervicale, c'est pour les petits abcès, le petit abcès cervical. Oui, vous pouvez vous permettre de demander une échographie cervicale pour pouvoir drainer, pour voir s'il n'y a pas d'abcès à l'intérieur. Mais bon, localement et visuellement et cliniquement, vous pouvez faire la différence entre un petit abcès cervical et une réelle et authentique cellulite cervicale. Très bonne question. Oui, si le patient présente le Covid, quelle sera sa prise en charge? C'est la même en vous protégeant, c'est tout. C'est la même en vous protégeant. Même vous avez des patients, parce que la cellulite, c'est une urgence. Hein. On peut pas lui dire allez traiter votre Covid, ramenez-nous une PCR négative ou une sérologie rassurante pour qu'on vous opère. Donc, vous l'opérez avec les moyens de protection. Vous devez vous protéger. Le réanimateur se protège quand il intube. Le chirurgien ORL maxillofacial se protège quand il opère.
tout simplement. Contre-indication à la chirurgie. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de contre-indication. Parce que, supposons qu'il y a une indication, il y a une abstention thérapeutique. Et s'il y a abstention thérapeutique, il y a décès du patient. S'il y a contre-indication majeure, ça veut dire que le patient va mourir. Il n'y a pas d'alternative. Si vous ne pouvez pas l'opérer, vous ne pouvez pas l'anesthésier. La seule contre-indication, peut-être, c'est l'anesthésie, mais si vous ne le faites pas sous anesthésie générale, vous le faites sous anesthésie locale. Dans tous les cas, il faut faire un geste. Sous AG, sous anesthésie locale. La peau d'orange, c'est une inflammation de la passe sans atteinte du tissu sous-cutané. Professeur, hospitalisation pendant 1 mois du patient immunodéprimé opéré dans un espace stérile. En fait, immunodéprimé, mais pas absence d'immunité. C'est pas une absence d'immunité. C'est un service ça peut être hospitalisé dans un service de réanimation ou dans un service de médecine ou de chirurgie, mais isolé. Ça peut être une chambre à part, c'est tout. Avec restriction des visites et pansement stérile. 1 mois et plus d'ailleurs. Hein. Caries dentaires peuvent engendrer des cellulites ORL. Ben oui. Comment ça? Non, cellulite cervicale, pas ORL. Les caries dentaires, oui, peuvent donner des cellulites au niveau du plancher buccal et ça peut aller vers la région sous-mandibulaire et la région cervicale, oui, bien sûr, bien sûr. Et des fois, c'est très difficile. Hein, des fois, c'est très difficile quand le patient arrive avec une cellulite. Le foyer infectieux d'origine a complètement disparu. On ne sait même pas après si c'est d'origine dentaire ou d'origine amygdalienne. Combien ça dure? Les vraies cellulites graves, c'est au-delà de 30 jours, voire plus. Vous comprenez quand même quand il y a une hospitalisation au-delà de 30 jours pour une carie dentaire ou une urgence non traitée, mal traitée, insuffisamment traitée ou automédication, c'est quand même dommage. En dehors d'une cellulite gangréneuse et son image de bulle de gaz, comment apparaît? En fait, c'est un liquide, c'est une image d'abcès au niveau de la région, cervicale, où elle peut être enquistée et qui déplace les éléments vasculaires, Le diagnostic d'une cellulite, le diagnostic différentiel d'une cellulite. Tout abcès au niveau de la région cervicale est une cellulite. Hein, donc, il n'y a pas de diagnostic différentiel. Par contre, ça peut être par exemple, un kyste du tractus thyroglosse infecté, qui, après, dès qu'il y a inflammation, infection, ça, on peut étiqueter comme étant une cellulite. Un abcès dentaire banal est une cellulite. Un adénophlégmon, un ganglion qui s'infecte est une cellulite. Là où il y a inflammation, infection dans la région cervicale est une cellulite. Diagnostic différentiel entre cellulite et œdème de Quick. L'un, il est allergique, l'autre, il est infectiobactérien. Les germes les plus souvent incriminés dans les cellulites en Algérie, c'est les mêmes qu'il y a ailleurs. Hein. C'est les mêmes. Il n'y a pas de spécificité microbiologique dans les cellulites.
Parce que les sites pourvoyeurs de cellulite sont humains. Hein. C'est une angine, un abcès dentaire, donc c'est les mêmes qu'il y a ailleurs. Je l'avais dit, c'est sur la plaque, hein, la flore anaérobie, ça profite dans la cavité buccale humaine. La prise en charge de la cellulite de l'enfant est la même que chez l'adulte. Hein. C'est la région cervicale et ça peut donner également des médiastinites. C'est le même protocole opératoire avec adaptation, c'est le même protocole chirurgie médicale et chirurgicale en adaptation bien sûr de la posologie de l'antibiothérapie. C'est la même. Il n'y a pas de spécificité chez l'enfant et chez l'adulte. Le drainage de la cellulite est indiqué aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Que ce soit le nourrisson, que ce soit l'enfant, le grand enfant, c'est la même chose que chez l'adulte, oui. Si l'âge du patient plus de 90 ans, on l'opère aussi en cas de cellulite. À votre avis, bien sûr qu'il faut l'opérer. Il ne faut pas vous laisser mourir, quoi. Bien sûr. Mais l'âge n'est pas une contre-indication n'est pas une contre-indication à un acte thérapeutique. N'est pas une contre-indication. Parce que si vous ne faites rien, je le dis, je le redis, si vous ne faites rien du tout, il va mourir. C'est une urgence vitale, la cellulite cervico-faciale. Même s'il a beaucoup de tard, vous essayez de gérer cet art-là, pas vous le chirurgien, mais le réanimateur est avec vous. Tout en expliquant à la famille que ce n'est pas quelque chose de facile et qu'on est obligé de se jeter à l'eau et d'y aller et on fera tout pour le sauver. Oui, cellulite orbitaire également. Hein. S'il y a cellulite et abcès orbitaire, ça se draine soit par voie externe, soit par voie endonasale s'il y a possibilité d'y accéder. Particularité chez l'hémodialysé, la particularité thérapeutique, c'est l'adaptation de l'antibiothérapie, bien sûr, et surtout la gestion de son hémodialyse. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus problématique chez quelqu'un qui nécessite une hémodialyse. Il faut quand même avoir un plateau technique très important, l'opérer, le sauver, le mettre sous traitement antibiotique, faire une dialyse. C'est une gestion extrêmement difficile. En plus de son insuffisance rénale, il y a la cellulite. Donc, chez l'hémodialysé, il faut gérer sa cellulite et également son insuffisance rénale. C'est beaucoup plus problématique.